Bonjour à tous, je suis ravi d'être là pour la troisième année consécutive pour venir vous parler de financement participatif, mais pas seulement. L'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de finance au sens large. Finance, c'est un mot curieux, c'est un mot qui résonne chez nous avec des connotations complètement différentes. Aujourd'hui, on parle de finance positive. Qui pense dans la salle, levez la main, ceux qui pensent que la finance est positive. Ah, il y a on va dire un petit 10% de la salle qui lève la main. Et c'est normal, c'est très compliqué aujourd'hui de penser, d'associer directement finance et positif pour une bonne et simple raison. C'est que pour nous, la finance, eh bien, ça résonne comme une crise, véritablement. Je reviens en arrière parce que je crois qu'il y a des petits problèmes déjà dans les slides. Le synonyme de finance, c'est crise. Pourquoi? Parce que, en fait, si on regarde l'historique de l'économie, depuis 1637, qui est la première crise financière, c'est la crise de tulipes en Hollande. C'est la première fois où des gens ont perdu de l'argent en spéculant, là en l'occurrence sur des tulipes. Et bien, il y a eu 200 crises dans le monde, ce qui veut dire que depuis 400 ans, il y a eu une crise tous les 2 ans. Et c'est soit des crises financières, soit des crises monétaires. Du coup, dans notre inconscient collectif, finance, ça rime avec crise. Alors, on nous a calé, nous, il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant, le financement participatif dans une case qui s'appelle la finance participative. Donc du coup, hop, on a été trimballé directement au sein de la finance. Et quand on ne vient pas vraiment de la finance, parfois c'est assez dur à vivre parce qu'avec ce réflexe finance-crise, finance égale déséquilibre, finance égale inégalité, eh bien c'est un peu parfois compliqué à vivre. Et du coup, je me suis attaché à essayer de comprendre justement ce que voulait dire ce mot crise véritablement. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis né en 69 et la première fois que j'ai entendu parler du mot crise, eh bien c'était en 80. J'étais avec ma famille. Alors, personne n'est ultra politisé chez nous, mais bon, ce jour-là, tout le monde attendait que ce soit Mitterrand qui gagne. Et bon, Mitterrand gagne. Donc tout le monde se congratule. Et ma mère file à la cuisine. Elle revient avec un grand plateau de sandwich. Elle le pose sur la table. Et il y a ma grand-mère qui regarde le plateau stupéfait et qui regarde ma mère et qui dit bah, ça fait pas 5 minutes que la gauche est passée, c'est déjà la grise, on mange que les sandwichs. Voilà, c'est la première fois que j'ai entendu le mot crise. Et c'est vrai qu'en creusant ce mot crise, il est abominable parce qu'on vit avec, en tout cas moi je vis avec depuis que je suis né. Alors c'est quand même curieux parce que crise, logiquement, dans l'inconscient collectif, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas à un instant T. Mais quand depuis 50 ans ou 45 ans on fonctionne avec la même crise, c'est que le mot ne va pas en fait. Ça ne marche pas, crise. Ce n'est pas une crise, on ne vit pas dans une crise, c'est un mensonge le mot crise. Je vous prends quelques exemples. Dans les années 80, les mêmes années dont je vous parle aujourd'hui, on était déjà en pleine crise à l'époque. D'ailleurs c'est pour ça que la gauche avait gagné. Aujourd'hui, quand on parle des années 80, on les appelle comment ces années 80? On les appelle les années fric, 40 ans après. Donc il y a un problème dans la sémantique. Au premier trimestre 2015, les 10 plus grandes banques européennes ont fait un bénéfice de 11 milliards d'euros au premier trimestre à elles 10. Parce que c'est une crise, ça. Sur les 4 dernières années, le top 500 des entreprises dans le monde ont versé 3 500 milliards de dollars de dividendes à leurs actionnaires. Est-ce que ça, c'est une crise? Ce n'est pas la crise. Donc on voit bien que ce mot-là ne fonctionne pas. Et derrière cette crise, il y a une assimilation avec la finance. Je me rappelle sur cette dernière crise qui nous a tous secoués, qui est la crise de 2008. J'ai pas mal d'amis de ma génération qui travaillent dans la finance et je leur ai demandé des explications. Je leur ai dit, mais comment est-ce qu'on peut répéter année après année, bulle après bulle, scandale après scandale, les mêmes crises dans la finance? Un seul mot est ressorti à ce moment-là, c'était cupidité. C'est-à-dire que la finance, par nature, maintenant, est devenue cupide. C'est-à-dire que la finance, ils me l'ont répondu tel quel, c'est fait pour fabriquer de l'argent, point barre. Alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est dit ça? Est-ce qu'on se barricade, comme on est en train de le faire en ce moment? C'est-à-dire que est-ce qu'on va se laisser submerger par les théories néolibérales? Est-ce qu'on va se laisser submerger par une finance comme ça qui est en train de s'immiscer dans toutes les parties du monde? Est-ce qu'on va laisser les inégalités se creuser à un tel point qu'aujourd'hui on va être obligé de construire des barricades autour de nos pays pour éviter que les pays pauvres, les habitants des pays pauvres viennent avec des machettes pour récupérer ce qui ressemble être leurs droits, c'est-à-dire un peu d'humanité? Est-ce qu'on va laisser nos enfants se balader en Europe dans les 20 ans qui viennent et leur expliquer que les barricades derrière lesquelles on vit sont nées à cause de la crise? C'est quand même impensable. Alors, après, est-ce que
Est-ce qu'on se cache derrière ces murs et est-ce qu'on se met la tête dans un sac et est-ce qu'on se dit que finalement il n'y a pas de solution? Évidemment non, je paraphrase Arthus Bertrand, mais il y a d'une phrase qui est très juste, il est trop tard pour être pessimiste. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à bouger les choses. Et en l'occurrence, dans les années 90, est né quelque chose de magique qu'on appelle Internet. Internet, c'est un moyen qui nous permet d'être connectés les uns aux autres ultra rapidement. Internet, ça nous permet aujourd'hui, lorsqu'on est dans un pays africain, de suivre potentiellement les cours du MIT gratuitement avec les MOOC. Internet, c'est ce qui nous permet d'échanger des compétences gratuitement, c'est ce qui nous permet de prêter nos objets entre nous gratuitement, nos véhicules gratuitement. C'est cette faculté d'un seul coup être interconnecté à une vitesse tellement rapide que finalement on trouve des solutions directement entre nous en zappant un peu les intermédiaires historiques et notamment potentiellement en zappant le monde de la finance traditionnelle. Internet faisant son petit bonhomme de chemin, en 2007 est né le financement participatif. Financement participatif, vous savez tout ce que c'est je pense maintenant, mais c'est simple, ce sont des plateformes sur le web où des gens proposent des projets à des gens comme vous et moi et c'est nous qui finançons directement les projets. Alors évidemment, on a entendu toutes les couleurs en 2007 lorsqu'on a créé nos premières plateformes de financement participatif. Les gens nous disaient « mais vous êtes complètement dingue. Comment est-ce qu'en pleine crise encore, comment est-ce qu'en pleine crise, les gens d'un seul coup se mettraient à se donner de l'argent ou à prêter de l'argent ou à investir de l'argent dans les projets des uns et des autres ?» Ça paraissait à l'époque complètement dingue, c'était une utopie réelle affichée. Et pour autant, ce segment, comme quoi tout est possible, s'est développé au fur et à mesure. On a créé des plateformes où on donne de l'argent à nos concitoyens. On a créé des plateformes comme l'Endopolis ou comme Hello Merci, où on prête de l'argent à des projets, des gens qu'on connaît ou des gens qu'on ne connaît pas. On a créé aussi des plateformes comme Anaxago, comme WeSeed, où on investit dans les projets des uns et des autres. Alors, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il est devenu de ce marché aujourd'hui, de cette utopie des années 90 ou des années 2000? Eh bien, c'est un marché qui double tous les ans. C'est un marché qui était à peine à 1 milliard d'euros en 2010 et qui est à 35 milliards d'euros en 2015. Si vous multipliez par 2 comme ça, tous les ans, on va arriver à 1000 milliards d'euros en 2020. Ce qui veut dire qu'en 2020, on aura financé plus de 5 projets dans le monde directement entre individus, directement entre nous. Et ça, évidemment, sont des raisons d'espérer. Alors, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on finance dans le financement participatif? On finance tout. On finance la crèche de votre voisine. On finance les études de vos enfants. On finance des documentaires, on finance des web documentaires. Je ne sais pas si vous avez été voir le film de Cyril Dion et de Mélanie Laurent hier, mais c'est un film qui a été financé sur KissKissBankBank. Il a collecté plus de 500 000 euros sur KissKissBankBank. On finance également des PME. Aujourd'hui, on peut prêter de l'argent à des PME qui vont vous rétribuer 5 ou 10% d'intérêt par an. Donc voilà ce que c'est que le financement participatif aujourd'hui et comment ça fonctionne, ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est tout simplement des projets qui naissent grâce à vous et grâce à moi parce qu'on va s'adresser d'abord à une communauté proche, identifiée, qui sont les gens qu'on connaît, et puis par le truchement des réseaux sociaux, eh bien, on va toucher des gens qu'on ne connaît pas finalement. Et c'est là où la magie s'opère. C'est-à-dire qu'on va partir d'une petite communauté identifiée pour potentiellement toucher des milliers et des milliers de gens. On a des projets sur nos plateformes qui ont collecté plusieurs millions de dollars. Le record est 20 millions de dollars pour une glacière connectée. Donc aujourd'hui, on est capable de trouver des solutions directement entre nous. Et en l'occurrence, ces solutions, elles sont liées à ce qu'on appelle l'économie du peer-to-peer, c'est-à-dire l'économie dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous permet d'être connectés les uns aux autres et de se poser une question qui est vitale, c'est est-ce qu'on est obligé d'attendre que tout vienne des politiques? Est-ce qu'on est obligé d'attendre que tout vienne des institutionnels? Est-ce qu'on est obligé de subir cette crise qu'on nous impose depuis des années, qui n'en est pas une, qui est juste une espèce de catastrophe absolue, c'est-à-dire un système économique qu'on ne contrôle plus, qui crée telles inégalités qu'il y a 50 ans, le PDG de Walt Disney gagnait 30 ou 40 fois plus que l'employé moyen dans son entreprise. Aujourd'hui, c'est 500 fois. Ces inégalités, il faut qu'elles cessent parce qu'elles amènent potentiellement à l'effondrement de l'économie, potentiellement d'ailleurs à l'effondrement de l'humanité. Et il faut que vous posiez cette question-là. Qu'est-ce que je peux faire, moi, comme individu? Quelle responsabilité je peux prendre, moi, comme individu, sur le monde qui m'entoure? Si vous avez eu le fume des Cyril hier, vous avez vu qu'au niveau écologique, on a une grosse part de responsabilité en qu'individu dans la façon dont on gère notre consommation. Sur la finance, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous avez l'impression, on a l'impression que la finance est une espèce de gouffre tracé dans lequel on n'a pas d'influence et dans lequel on ne peut pas agir, et surtout qui va du coup décider de nos destinées futures. En l'occurrence, c'est un mensonge véritablement aujourd'hui. C'est-à-dire que les opportunités pour changer ça sont multiples.
Vous pouvez très bien vous lever un lundi, aller voir sur KissKissBankBank et choisir un projet artistique que vous voulez voir naître. Vous pouvez très bien vous lever un mardi, aller sur Hello Merci, vous rendre compte que votre voisine est en train de financer une crèche. Et vous pouvez très bien vous lever le mercredi, aller sur notre troisième plateforme qui s'appelle l'Endopolis et choisir des PME qui véritablement vous intéressent, dans lesquelles vous allez pouvoir investir 100 euros, 200 euros, 300 euros, et qui, elles, vont vous rétribuer avec des rendements qui sont conséquents, entre 5 et 12%. Du coup, si tout le monde fait ça, si on est 500 000 ou 1 million de Français à utiliser uniquement 1 000 euros de son épargne, alors on va investir des milliards dans l'économie réelle. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose dans la finance, c'est des investissements qui remontent 100% vers les marchés. Ce qu'on vous propose aujourd'hui dans cette finance responsable, dans cette finance participative, c'est de flécher votre argent directement dans l'économie réelle, dans des projets qui vous plaisent et dans des projets qui vous parlent. Ne la loupez pas cette opportunité parce qu'on est contraint à côté par le milieu de la finance traditionnelle qui essaye de nous englober dans leur finance. Parce que c'est la nature de cette finance un peu prédatrice. Alors que ce qu'on vous propose dans le financement participatif, c'est de vous émanciper d'espèce de carcan dans lequel on est depuis 50 ans, de cette crise qui n'existe pas. Aujourd'hui, on a besoin d'une finance forte, mais on a besoin d'une finance qui est au service de l'économie. Pas une finance qui a servi l'économie, pas une économie qui est au service de la finance. C'est l'inverse dont on a besoin. Et bien sûr qu'on a besoin de l'économie pour faire progresser l'humanité. Mais c'est pareil, on a besoin d'une économie qui est au service de l'humanité. On n'a pas envie, nous, en tant qu'humanité, d'être au service d'une économie qui sert qu'une toute petite partie de la population. Pensez à ça, visitez nos plateformes, il y en a plein, je vous ai parlé des 3 miennes, parce que c'est les miennes, mais pour le temps, il y en a une centaine en France, donc n'hésitez pas à aller visiter les autres. Aujourd'hui, le mot d'ordre pour que les choses changent, il est simple, faites-vous confiance en tant qu'individu, en tant qu'agent économique. Et la seule façon de briser cette crise qui n'existe pas et de faire sortir cette finance des gonds dans lesquels elle est installée, il n'y en a qu'une, c'est reprenez le pouvoir sur votre argent. Merci à vous, passez une bonne journée, à très bientôt.